Bonjour, bienvenue pour cette session qui va porter sur les données séquentielles et les données temporelles. Dans cette session, on va avoir 5 papiers, 3 papiers courts et 2 papiers longs. La première présentation va être faite par Myriam Lopez et va porter sur l'approche de traitement de log pour la prédiction d'erreurs critiques. Avant de te donner la parole, peut-être, n'hésitez pas à poser vos questions pendant la présentation, de sorte à ce que je puisse préparer la session de questions un petit peu à l'avance. Donc Myriam, je te donne la main. Merci beaucoup. Bonjour à tous, du coup je suis Myriam Lopez, doctorante de 3e année, et je vais vous présenter notre papier qui est intitulé « Approche de traitement des logs pour la prédiction d'erreurs critiques ». Alors, ce sont des recherches qui ont été effectuées en collaboration avec 2 laboratoires bordelais et dans le cadre d'une application industrielle. Aujourd'hui, dans l'industrie, les machines-outils sont sollicitées en permanence pour des besoins de productivité constants et du coup, la moindre panne peut affecter la productivité d'une usine. Par exemple, lorsque vous avez une panne sur votre machine, vous allez d'abord devoir la diagnostiquer, puis ensuite évaluer la solution éventuelle à apporter, puis enfin commander des pièces pour faire la réparation. Et pendant tout ce temps, en fait, votre machine est arrêtée et ça peut durer des semaines et votre productivité est forcément au point mort. Donc pour cela, on va devoir répondre à 2 objectifs clés qui sont donc, le premier, limiter dans le temps l'immobilisation de la machine pour lui permettre de redémarrer le plus rapidement possible, et le deuxième qui est anticiper l'approvisionnement des pièces pour pouvoir les remplacer plus rapidement. Donc pour répondre à ces 2 objectifs, dans le cadre de nos recherches, on a cherché à apporter une solution pour prédire l'occurrence des pannes dans un intervalle de temps donné. C'est ce dont je vais vous parler du coup aujourd'hui. Alors dans notre cas d'usage, chaque jour, chaque machine va émettre un fichier log qui contient un certain nombre d'erreurs. Et les erreurs ne sont pas bloquantes pour la machine, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas arrêter le fonctionnement de celle-ci, mais par contre elles témoignent de la présence d'une anomalie ou une dégradation importante d'une des pièces de la machine. On a 2 types d'erreurs. Donc le premier, c'est les erreurs faibles et les erreurs critiques. Et donc, ces erreurs critiques sont forcément reliées à l'occurrence des pannes qui sont, elles, bloquantes pour la machine. C'est-à-dire que l'erreur critique ne va pas stopper le fonctionnement de la machine, mais par contre, on sait qu'elles sont très corrélées à l'arrivée de panne, et la panne, par contre, va bloquer la productivité. Donc, on va s'intéresser dans le cadre de nos recherches à 11 erreurs critiques d'intérêt. Alors, parlons un petit peu de la méthodologie. Pour simplifier ma présentation, je vais désigner les erreurs faibles par l'appellation LJ, et les erreurs critiques par l'appellation HJ. Donc, il faut savoir que chaque fichier log est associé à une seule machine, et mettons qu'on ait donc 4 erreurs L distinctes et 2 erreurs cibles H distinctes. Et aujourd'hui, on a reçu donc un fichier log qui contient la séquence d'erreurs suivantes, constituée des erreurs L2, 2 fois L3, 4 fois L2 et ainsi de suite. La première étape qu'on va faire, c'est de compter chaque type d'erreur qui est contenu dans le fichier. Donc, par exemple, ici, pour le fichier log qu'on a reçu, on joue 1, on a obtenu donc 0 erreur L1, 12 erreurs L2, 6 erreurs L3, 1 erreur L4, et ainsi de suite. Mettons maintenant qu'on est, donc pour la même machine, on a un historique de 10 jours de données. Donc, on a eu 10 jours de log, donc 10 fichiers log différents. Et donc, en appliquant la méthodologie dont je vous ai parlé juste avant, en fait, on va faire la même chose. On va compter pour chacun des jours dans le fichier log le nombre d'erreurs de chaque type. Et on obtient donc la matrice bag of features suivante, où on a donc pour 10 lignes, en fait, correspondant aux 10 jours de fichier log. Alors maintenant, pour construire les instances qui sont nécessaires à l'alimentation d'un modèle de prédiction, on va faire intervenir donc 3 paramètres importants. Donc le premier, c'est l'intervalle prédictif. L'intervalle prédictif se situe donc au tout début, il permet de constituer l'historique de données qui est nécessaire à la prédiction. Et en fait, les données qui sont contenues dans cet intervalle prédictif donnent une structure de données qu'on va appeler le bag. Et donc, situé juste après cet intervalle prédictif, on a un intervalle de réactivité qui vous permettra de contrôler le degré d'anticipation de la prédiction que vous voulez faire. Par exemple, si vous choisissez aujourd'hui un paramètre RI qui est égal à 4 jours, ça veut dire que vous faites une prédiction à 4 jours d'avance. Et enfin, vous avez un intervalle d'erreur qui est situé tout à la fin, en bleu, ici, qui vous permet donc juste de contrôler l'étiquette qui sera donnée aux données qui sont contenues dans le bag. Alors parlons un petit peu plus précisément de l'intervalle prédictif. Je vous ai dit qu'il constitue une structure qui était appelée bag.
En fait, la taille du bag, donc, qui contient le nombre d'instances, la taille du bag en fait, va être définie par la valeur que vous attribuez à l'intervalle prédictif. Donc, mettons, on a un intervalle prédictif de 3 jours. Ça veut dire qu'on a un bag qui contient 3 instances. 3 jours, donc 3 instances. Et donc, l'étape qu'on va devoir faire, c'est agrégation. C'est agréger les valeurs de ce bag pour constituer une méta-instance. Et nous, on s'y prend par, donc là, on n'y voit pas très bien, je suis désolée, par une fonction de maximisation. Ce qui fait que pour l'ensemble des valeurs qui est contenues dans le bag, on va calculer la valeur maximale pour chacune des features. Donc ici, par exemple, pour le bag de 3 jours en haut à gauche, on obtient la méta-instance ici, en bas à droite. Ensuite, la dernière étape consiste à labelliser toutes ces données. Donc on se place dans un problème de classification binaire. Ça veut dire que pour chacun des modèles de classification, va être associée donc une erreur cible particulière qu'on cherchera à prédire. Mettons qu'on ait un bag BI et une erreur cible HJ. Le bag BI va être labellisé positif si seulement l'intervalle EI qui est associé donc, au bag contient l'erreur HJ. Et sinon, on labellisera négatif. Alors, par exemple, ici, on va prendre une combinaison de paramètres PI égale 3, RI égale 2 et EI égale 2, et on s'intéresse particulièrement à l'erreur cible H2. Ce qu'on va faire, c'est d'abord qu'on va constituer un bag donc, de 3 jours, puisque PI égale 3, puis on va se décaler 2 jours plus tard, car RI égale 2, et on va regarder dans l'intervalle de 2 jours qui suit RI, puisque EI égale 2, s'il y a eu la présence de H2 ou non. Il se trouve qu'au jour 7, ici, il y a eu effectivement une occurrence de H2. Donc, on va labelliser P1 positif. Puis, on va faire cela de manière, ainsi de suite, avec une méthode de fenêtre glissante. Et on obtient donc ici 4 bags, dont les 3 premiers sont positifs et le dernier est négatif. Alors, nous avons appliqué notre méthodologie sur 1 an d'historique de log. On avait une population de machines qui était différente, mais on a quand même pris soin de garder les machines qui appartenaient à un même modèle, pour des besoins d'homogénéité. Et donc chaque combinaison PI, RI et EI et une erreur cible donnée va nous générer un jeu de données différent. Tous les jeux de données ont 182 features et ils sont de taille variable, entre 1000 et 4000 instances. Et par contre, ils sont soumis à un déséquilibre des classes assez fort, où entre 4% et 30% des données sont positives seulement, comme vous pouvez le voir sur le graphique ici en bas. Donc, pour toutes les... Alors, je ne sais pas si... Oui, bon, je suis désolée, je pense qu'il y a un problème avec... C'est pas grave. Donc, pour toutes les expériences qu'on a menées, on a fixé PI et RI à 7 jours et on a appliqué un partitionnement stratifié, donc 80% pour l'ensemble de l'apprentissage et 20% des données pour l'ensemble de tests. Donc, pour toutes les expériences qu'on a menées, on a fixé... Pardon ? Ok. On a fait toutes nos analyses avec le logiciel RapidMiner. Et donc, compte tenu du déséquilibre des classes dont les données étaient soumises, on a évalué nos performances grâce à une mesure du F1 score qui nous permettait de faire une moyenne harmonique entre le recall et la précision. Alors là, je suis désolée, on ne voit pas très bien les classifieurs, je les ai notés. En fait, on a comparé 5 classifieurs pour commencer, donc qui est un modèle bayésien, un arbre de décision, une forêt aléatoire contenant 100 arbres, un SVM et enfin un réseau de neurones profond constitué de 4 couches denses et de 100 neurones. Et donc on a obtenu les résultats suivants. Alors dans un premier temps, ce qu'on a pu observer, c'est que le réseau de neurones profonds était le meilleur candidat parmi les 5 classifieurs qu'on a testés. Donc non seulement c'est le meilleur candidat pour toutes les erreurs cibles auxquelles on s'est intéressé, mais en plus les résultats du F1 score étaient au minimum égal à 0,47. Et particulièrement même pour des erreurs, l'erreur E2 et l'erreur E8, on a même des scores qui sont supérieurs à 0,9, donc ce qui est dans notre cas plus qu'acceptable. Et par la suite, donc on a cherché à comprendre l'impact de la valeur de EI sur les performances du modèle, puisqu'on est parti de l'hypothèse que plus le EI était grand, et plus les performances seraient meilleures, puisqu'on augmente le nombre de positifs. Et donc pour cela, on a fait varier la valeur de EI entre 1 et 4 jours, et obtenu donc, les résultats suivants. Alors ce qu'on a pu observer en premier lieu, c'est que globalement, les performances étaient meilleures lorsque EI est fixé à 4 jours. On a cependant 2 exceptions pour les erreurs E8 et E9, où les performances étaient meilleures au contraire lorsque le EI était le plus petit, c'est-à-dire à 1 jour.
Et globalement, ce qu'on a conclu de ces résultats, c'est que on ne peut pas dire en fait que plus on augmente EI, et meilleurs sont les résultats pour toutes les erreurs cibles qu'on regarde. Donc il faut absolument fixer pour chacune des erreurs cibles une valeur du paramètre EI qui sera donc dépendante de l'erreur cible. Donc finalement, je vous ai présenté une approche simple pour la préparation des logs et dans un outil de prédiction de panne. Le réseau de neurones profond a été retenu comme le meilleur candidat puisqu'il a apporté les meilleurs résultats. Et en plus, donc, les performances qui étaient déjà correctes ont pu être encore améliorées en introduisant donc, le paramètre d'intervalle d'erreur, EI. En ce moment, on est en train de travailler sur l'évaluation de l'impact de l'intervalle de prédiction. Et plus tard, on aimerait généraliser le modèle prédictif afin de s'adresser à plutôt un groupe d'erreurs plutôt que de le faire au cas par cas, ce qui pourrait être plus facile par la suite. Et on aimerait également automatiser l'ensemble de la méthodologie pour obtenir des valeurs optimales de la combinaison des paramètres PI, RI et EI. Voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et puis je reste à disposition pour les questions. Merci pour cette présentation. Donc pour le moment, je vois pas de questions dans le chat. N'hésitez pas à en poser si vous en avez. Alors peut-être une question sur la constitution en fait des bagues sur plusieurs jours. Donc là, vous avez fait le choix au niveau de la construction du bag de prendre, c'est ça, la valeur maximum du nombre d'erreurs. Oui, tout à fait. Parmi toutes les instances, on garde pour chaque instance les valeurs maximales dans chacune des features. Est-ce que vous avez essayé d'autres manières d'agréger de l'information à l'intérieur d'un bag? Ouais, alors je peux vous montrer ça du coup, parce qu'on a fait d'autres tests, mais j'ai pas eu le temps de vous en parler aujourd'hui. En fait, on a testé 4 manières possibles, qui est donc la concaténation. Alors, concaténation, c'est-à-dire qu'on garde les valeurs en fait de chacune des instances, mais on va multiplier le nombre de features par le nombre d'instances qui contient dans le bag. On a fait également des calculs de somme. Donc, au lieu de prendre la valeur maximale, on a pris la somme. Et donc on ne l'a pas mise ici, mais on avait fait également des tests sur la moyenne. Et en fait, on a constaté que la concaténation, c'était la pire des méthodes. Enfin, ici, en tout cas, on a les pires résultats de manière générale. La somme et la méthode maximale étaient les deux meilleures méthodes, mais on a choisi de se concentrer sur la méthode de maximisation. Donc, concaténation, c'est-à-dire tu vas dire jour 1 tel nombre pour telle erreur, jour 2 tel nombre pour la telle erreur. Ok, c'est ça. C'est ça. Et bon voilà, donc vous auriez pu aussi essayer peut-être de faire un histogramme pour pouvoir comparer après ça les histogrammes. Et également en fait, est-ce que vous avez regardé ce que pourrait donner des approches de type multiple instance learning? Alors en fait, justement, quand je parlais de bagues, c'est justement de ça dont on s'est inspiré. C'est pareil, j'ai pas eu le temps d'en parler là, mais au début, on est parti sur un papier applicatif qui était relativement proche de nos recherches. Et justement, il se basait uniquement sur le multiple instance learning, mais ils avaient une manière de faire qui était assez étrange, c'est-à-dire qu'ils ne traitaient pas les instances négatives de la même manière que les instances positives, ce qui nous posait problème. Et en fait, nous, on pense qu'on n'est pas... On déroge un peu à la règle fondamentale du multiple instance learning parce que le but du multiple instance learning, c'est d'aller prédire les instances à l'intérieur du bag. Et nous, en fait, on veut juste prédire l'ensemble du bag, savoir si lui, il est positif ou non. Donc, on s'est intéressé à ces approches également, mais Oui, il y a différentes manières de faire du multiple instance learning, mais on pourra en rediscuter peut-être dans un café à côté. C'est une question intéressante. En tout cas, merci pour cette présentation claire. Donc, on va passer à la présentation suivante. Donc, qui va être une présentation de la part de Florence Lebert. Donc, je vais faire le switch de présentation. Et donc, on va maintenant donner la parole à Florence Lebert pour nous présenter un papier long sur la classification de séries temporelles hétérogènes pour le suivi de l'état des cours d'eau. Bonjour à tous, merci Thomas.
Donc, ce que je vais vous présenter, c'est un travail interdisciplinaire, en fait, entre une équipe d'informaticiens de laboratoire ICUBE à Strasbourg et des hydroécologues et géographes des laboratoires LIVE et IPTES à Strasbourg également. Si j'ai la main pour... C'est les diapos. Donc, la présentation va se décliner en 5 étapes. Hein. Je vais vous parler, évidemment, introduire un peu le travail, ensuite je vais parler du cadre méthodologique, du gros travail qui a été fait sur les données, présenter quelques résultats, et ensuite des perspectives. Alors, l'idée, en fait, c'est un projet qui a été financé par le conseil scientifique. Ah, d'accord, j'essaie de me rapprocher. Le projet donc, a été financé par le conseil scientifique de l'ENGES et il fait suite en fait à un projet ANR où on avait pu constituer une grosse base de données hydrobiologiques en fait, qui avait été également complétée par la suite. Et cette base de données contient des mesures, des séries de mesures en fait, qui ont été effectuées sur les cours d'eau français. C'est des données publiques hein, et qui concernent différents paramètres physico-chimiques qui sont mesurés à différentes échelles de temps et d'espace. C'est ça les caractéristiques principales. D'un point de vue du domaine, hein, il y a des méthodes évidemment pour traiter ces données, mais elles ne prennent pas en compte la dimension temporelle, alors même qu'elle est importante pour le diagnostic et la prévision en fait, de l'évolution de l'état des cours d'eau, ce qui est une question importante dans le cadre européen. Donc, ce qu'on a voulu, c'est proposer une méthode d'analyse qui mette en évidence les évolutions de la qualité des cours d'eau en réponse à ces questions, à des pressions, pardon. Donc, je vais vous dire quelques mots sur les données. Donc, on a 23 millions de résultats qui concernent 1200 paramètres physico-chimiques. Ces données sont très hétérogènes en termes de fréquence de suivi. Certains paramètres, les paramètres les plus importants en fait, sont réglementairement suivis 12 fois par an. C'est ce qu'on appelle les macroparamètres, par exemple comme le pH, et des microparamètres, comme les pesticides par exemple, sont suivis que 6 fois par an. Du coup, on a aussi une complétude des données qui est très variable, avec la plupart en fait, des paramètres qui sont complets à moins de 29%, donc qui ne sont pas, non seulement pas mesurés très souvent, mais en plus pas partout. Voilà, donc la problématique, c'était de classer des séries multivariées, donc il y a plusieurs paramètres, de longueurs différentes et qu'on peut considérer aussi avec données manquantes. Alors les méthodes qu'on a utilisées, en fait, c'est des méthodes ce qu'on a voulu faire, en fait, c'est faire une classification non supervisée de ces séries, en utilisant donc des méthodes de clustering, K-means, donc qui est intéressante parce qu'elle nécessite très peu d'informations préalables, hein, et permet d'extraire des groupes qui sont ensuite interprétables par un expert. Pour les séries temporelles, on s'est fixé sur les mesures des TW, Dynamic Time Working, et des BA pour le calcul du barycentre, parce qu'elles ont montré leur intérêt, et en plus qu'on avait donc une plateforme qui a implanté toutes ces méthodes qui était disponible à ICUBE, avec une approche de clustering collaboratif. Alors le projet s'est développé donc en boucle en fait, hein, puisque c'est un travail qui a impliqué informaticiens et hydroécologistes. Il y a des stagiaires à la fois des stagiaires informatiques et des stagiaires écologues, hydroécologues qui ont travaillé ensemble, avec donc un choix des données disponibles, enfin une sélection des données dans la base de données. Donc ce jeu de données est fourni aux informaticiens qui testent la méthode, mettent au point les pré-traitements et la mise en œuvre. Et ensuite, il y a des résultats qui sont retournés et on reboucle comme ça, on a rebouclé plusieurs fois pour arriver à quelque chose de satisfaisant, sachant qu'il y a aussi des problèmes évidemment de vocabulaire, ne serait-ce que le terme paramètre n'avait pas le même sens dans les deux disciplines. Alors pour vous donner un peu un exemple de ces problèmes, pour illustrer un peu mieux les données, donc les données disponibles, ce que je vous disais, c'est donc des données qui sont prélevées sur des rivières, donc c'est ce qu'on voit à gauche ici. Donc on a on appelle des stations qui sont échelonnées sur les rivières. Et ces stations, donc là c'est des extraits de la base de données NIAD, hein, qui est la base de données qui recense au niveau public toutes ces données.
Donc on voit par exemple selon les paramètres qu'on veut mesurer, enfin qui sont selon les paramètres qu'on veut récupérer, par exemple ici le nitrate, on a plus ou moins de stations qui sont mesurées et à des périodes de temps différentes. Donc, par exemple, on a le nitrate qui est mesuré ici sur 13 stations, on a 51 opérations de prélèvement et 54 analyses pour une période donnée, en 2020 en fait. Et pour un pesticide qui s'appelle le biphénox, on n'a que 4 stations sur lesquelles il a été mesuré, avec 20 opérations de prélèvement et 23 analyses. Donc vous voyez qu'on a 2 fois moins d'informations sur ce paramètre. Voilà, donc ça se traduit comme ça, quand on regarde dans les tableaux, on a pour 2 stations ici, donc mesurées sur des stations de rivière, donc on a des différentes dates où il y a eu des prélèvements. On retrouve l'ion nitrate ici qui est mesuré à chaque fois, et ici des pesticides, eux, qui sont mesurés de façon moins fréquente. Et alors, ce qu'on précise aussi, c'est que en fait, les pesticides, vous voyez, il y a 68 paramètres qui appartiennent à la catégorie pesticides. Et donc, on a aussi un nombre de paramètres assez variables, selon les catégories. Donc, pour revenir sur les aspects sélection et pré-traitement, la majorité des paramètres physico-chimiques de la base sont très peu mesurés. On en a 12 000, mais finalement 75% sont peu mesurés, donc on va retenir que 25% de ces paramètres pour faire nos analyses. Alors, pourquoi on n'a pas décidé de faire d'imputation, de ne pas rajouter de l'information? C'est bon, d'une part parce qu'il y avait des endroits où il y avait très peu d'informations, mais en plus parce que ce qu'on observe, c'est qu'il y a une grande variabilité des valeurs, et donc les méthodes habituelles d'imputation qui remplacent les valeurs manquantes par des moyennes, voire par des valeurs moyennes entre deux mesures successives, par exemple, ne conviennent pas, puisque ces paramètres peuvent varier de façon très brutale, par exemple, suite à des pluies ou à des phénomènes agricoles divers. Ce qu'on a fait aussi, c'est un regroupement des paramètres, les hydroécologues appellent l'altération, c'est-à-dire le type de pression, par exemple tous les pesticides ensemble, mais justement les pesticides qui sont trop nombreux, eux, ont été séparés en différents groupes selon leurs caractéristiques. Alors, la méthode qui a été utilisée, donc c'est la méthode Samara, qui a été développée à iCube, pour le clustering collaboratif. Donc, ce qu'on a fait, cette méthode fonctionne comme ça. On définit plusieurs agents, chacun génère des résultats initiaux. Ensuite, les résultats sont raffinés de manière collaborative entre les agents et on unifie les résultats. Donc, dans les expériences que je vais présenter, on a utilisé 3 agents qui font les cas moyennes. On a utilisé des séquences monodimensionnelles. J'ai l'impression d'avoir raté une diapo. Ah oui, pardon, excusez-moi. Oui, c'est ça. Donc les données, voilà, excusez-moi, je reviens juste un peu en arrière. Donc, les données dont on dispose, donc, ce sont des séries temporelles, mais qui décrivent plusieurs paramètres. Donc, on peut les considérer de 2 manières. Donc, soit de manière horizontale, donc on met tous les paramètres ensemble, et on a donc des données, une série de vecteurs de paramètres. Donc, ce qu'on va appeler des données multidimensionnelles. Soit on considère une structuration verticale, monodimensionnelle, et les données sont représentées par un ensemble de séries, et chaque série ne représente qu'un paramètre. Voilà. Et donc nous, ce qu'on a utilisé, c'est la structuration monodimensionnelle. Donc chaque série ne représente qu'un paramètre pour faciliter en fait la gestion des données manquantes. Parce que quand on prend des vecteurs, on peut avoir, en comparant 2 vecteurs, des trous qui ne coïncident pas du tout, et donc finalement on ne peut pas calculer de distance. Voilà, donc ensuite je reviens, donc la méthode Samara que je vous ai décrite, et donc la configuration qu'on a choisie pour faire les expérimentations, c'est donc 3 agents qui vont calculer les classes, des séquences monodimensionnelles, dont je viens de vous parler. On a moyenné les distances
à la fin, donc, quand on a plusieurs séquences, on fait la moyenne des distances interattributs. Les cas moyennes sont initiées avec entre 12 et 16 graines et on itère 30 fois pour l'application de chaque agent, à la fois initialement et dans le raffinement. Et finalement, on aboutit à 10 clusters, hein, donc 10 groupes de stations. Voilà. Alors, donc une des problématiques abordées dans le projet, ça a été aussi de rendre compte des résultats aux experts. Donc, une première façon de rendre compte, ça a été de leur proposer des cartes de multidimensional scaling où chaque point représente une station colorée selon sa classe d'appartenance. Donc, ce qui permet de voir surtout, c'est l'hétérogénéité des classes, hein, leur plus ou moins resserrées, plus ou moins dispersées. Bon, ça c'était pas très lisible en fait par les experts. Ce qui les a beaucoup plus intéressés, c'est ce type de représentation où on visualise en fait la courbe moyenne de chaque classe, de chaque groupe constitué, hein, sur les différents paramètres. Donc, par exemple, ici, on voit les groupes pour le paramètre nitrate et les valeurs en fait sont affichées en regard de classes de qualité, de seuils de qualité qui correspondent en fait aux normes de qualité des eaux. Donc ici, ce qu'on voit par exemple, c'est qu'on a deux groupes qui sont en bleu et en vert ici, qui sont de bonne qualité, assez stables, hein, et qui se trouvent à peu près au niveau du seuil de la meilleure qualité qui est ici en bleu pointillé. C'est des très bonnes classes. Ensuite, vous avez un groupe avec quelque chose de plus variable et qui se situe en dessous le plus souvent en dessous du seuil de moyenne, enfin de bonne qualité, ici en vert. Ensuite, vous avez un seuil de moyenne qualité en jaune et de mauvaise qualité en orange. Et au-delà, c'est très mauvaise qualité. Voilà, donc nos groupes se situent globalement, hein, jusqu'à la mauvaise qualité, avec des grandes variations. Donc c'est ça, vous voyez bien ce que je vous disais tout à l'heure, en fait, c'est que vous avez des variations assez brusques, et ça, on ne peut pas vraiment on peut pas imputer des données en particulier à cause de ça. Voilà. Donc, une autre présentation qui intéresse les experts, c'est de visualiser en fait la géographie, la répartition des classes créées, hein, des groupes de stations créées, en regard d'informations complémentaires, en particulier la géographie, enfin l'agriculture et la localisation par rapport à la géographie. Donc ici, par exemple, on retrouve les classes, hein, qu'on vient de voir pour le nitrate. Et donc, les classes 4 et 10, qui étaient de bonne qualité, hein, concentration de nitrate faible et relativement stable, en fait, on les retrouve elles correspondent en fait, c'est la bleue et la verte, hein, ici, vous voyez. Donc ici on a le nord-est de la France. Donc on les retrouve dans les zones montagneuses, les Vosges, le Jura et le nord des Alpes. Voilà, donc zone montagneuse, pas ou peu cultivée, donc avec peu de pollution nitrate qui fortement à l'agriculture et à la vie humaine. Ensuite, on a les classes 5 et 8, donc jaune et orange, qui ont des concentrations moyennes à élevées avec des variations périodiques. Et ça, c'est des stations, enfin, on trouve ici, dans les zones de plaine et aussi dans les zones inférieures des cours d'eau, zones cultivées. Donc, ça correspond en fait à des zones où l'agriculture peut amener justement ces variations de valeur de nitrate. Et enfin, on a cette classe 3 qui est relativement de bonne qualité avec des pics ponctuels de pollution. Et là, on voit que c'est plus éparpillé, hein, c'est la classe noire ici. Et donc ici, les experts ne savent pas l'interpréter, enfin n'ont pas les moyens de l'interpréter réellement, donc il faut aller voir plus finement ce qui se passe pour cette classe-là. Voilà, donc j'arrive à la conclusion de mon exposé. Donc il s'agissait d'un projet interdisciplinaire, hein, qui a permis d'exploiter une base de données
constitué dans un projet précédent. Dans le projet précédent, on avait utilisé d'autres méthodes pour analyser ces données. C'est un travail qui a nécessité en fait à la fois une sélection et une préparation des données en commun par affinage successif entre les informaticiens et les hydroécologues. Elle a en fait mené aussi à une adaptation, élargissement de la plateforme Phonomust, qui avait été initialement développée pour le traitement de séquences d'images, pour mettre en évidence en fait des changements d'occupation du sol, alors que là, ce qui intéresse, c'est plus l'évolution globale des stations. On a proposé des visualisations spécifiques en fait pour faciliter l'interprétation, donc en particulier ces courbes moyennes, et on a obtenu des clusters, des groupes qui sont cohérents avec l'expertise et qui mettent en évidence des stations qui ont le même comportement dans le temps, et ce comportement, on peut l'expliquer, au moins pour un certain nombre de classes. Donc, le travail est à poursuivre pour d'autres. Dans les perspectives du travail, il va falloir compléter la visualisation. En particulier, ce qui est demandé, c'est d'avoir non seulement la moyenne de la courbe, mais avoir une enveloppe avec les min-max, voire écart type, voilà, pour avoir une meilleure vision en fait, de la distribution des valeurs. Il faudra aussi explorer les autres paramètres. Là, on a fait travailler sur les nitrates et sur une classe de pesticides. Et les paramètres biologiques pourront aussi être exploités, sachant qu'eux ne sont mesurés qu'une fois par an, voire une fois tous les 2 ans. Et d'un point de vue plus méthodologique, on envisage d'utiliser donc un clustering sous contrainte pour affiner les classes en fonction des connaissances de l'expert, et en particulier en fonction de ces connaissances auxquelles on accède à travers les outils de visualisation, en particulier les occupations du sol et la géographie. Voilà, merci pour votre écoute et j'attends les questions. Merci Florence. On a un tout petit peu de temps pour les questions. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les mettre dans le chat. Moi, je vais poser une première question sur le fait que dans tes données, tu aies finalement la structure en réseau de tes cours d'eau. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout exploité pour pouvoir avoir une information. J'imagine que ce qui se passe en amont d'une rivière a des conséquences sur l'aval. Oui, non, enfin oui, il y a une conséquence. Mais en fait, les stations ne sont pas assez denses sur les rivières pour qu'on puisse utiliser cette information. Il y a, oui, on peut dire, disons qu'il y a plus d'apport par le voisinage géographique en fait, qui peut apporter des informations que la succession, l'enchaînement des rivières, des stations pardon, sur la rivière, l'ordre hydrologique. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment utilisé. C'est travaillé par les hydrologues, les hydroécologues, sur des petites portions de rivière. Là, on essaye de travailler à une échelle plus importante. Et donc là, on ne peut pas utiliser cette information. Et alors, dans ce travail-là, vous avez utilisé une approche collaborative de clustering. Et est-ce que vous avez une idée de l'impact que ça peut avoir justement sur les résultats par rapport à une méthode qui ne le serait pas? Alors, moi, je ne suis pas spécialiste sur cette question-là. C'est plutôt Pierre Kansarski qui développe ces aspects-là. Ce qui est certain, c'est qu'on voit que quand on lance 3 agents, ils obtiennent des résultats assez différents. Et donc, d'un point de vue, la collaboration amène à un résultat commun. Alors après, bon, le clustering, on sait bien que ça reste une méthode quand même un peu fragile, avec beaucoup de résultats possibles. Et donc, moi, je pense que l'essentiel, c'est que l'expert soit satisfait des classes qui sont obtenues, des groupes qui puissent en faire une interprétation. Et
Et je pense que la voie du clustering sous contrainte est très intéressante parce qu'elle permettrait justement, à partir des cartes qui sont visibles par l'expert, hein, de sélectionner des stations qu'on voudrait regrouper, donc permettre d'affiner les classes de manière interactive. Ça, je pense que c'est vraiment une voie plus intéressante que d'essayer d'explorer tous les résultats d'un clustering automatique, dont on sait évidemment qu'il ne peut pas tout classer de façon correcte. Il n'y a pas de questions supplémentaires. Alors moi j'en avais plein d'autres petites sur les paramétrages, sur les choix qui ont été faits. Il y a eu plein de choix. Donc j'imagine qu'après ça il fallait avancer. Donc c'est des choix qu'on peut discuter éventuellement à un autre moment. Mais comme je vois pas d'autres questions dans le chat, je propose de passer à la présentation suivante. Et merci Florence pour cette présentation. Et donc maintenant, on va avoir la présentation par François Quérol d'un article qui s'appelle « Modélisation de séquences spatialisées dans les réseaux d'ordre supérieur ». À toi, François. Merci beaucoup, Thomas. Alors, ça, c'est un travail qui a été fait en collaboration avec Lisa Corcuff de l'Université de Nantes. Et dans nos travaux, on s'intéresse à non pas l'analyse de séquences directement, mais plutôt à l'analyse des réseaux qui sont construits à partir de ces séquences spatialisées. Donc, je vais donner un exemple de données sur lesquelles on travaille. Donc ici, on a un extrait de la base de la compagnie d'assurance Lloyd, et ça correspond au port d'escale d'un navire, un porte-conteneur, sur une période donnée. Et donc, à partir de cette trajectoire, on peut représenter les transitions donc entre ports. Et si on fait ça pour un ensemble de navires, on obtiendra un réseau complexe qu'on pourra fouiller afin d'obtenir des informations sur le système sous-jacent, donc ici le transport maritime commercial, typiquement. Et donc, nous, ce qui nous intéresse vraiment, c'est la transition des séquences vers le réseau. Et on va s'intéresser à la comparaison de modèles qui dépassent la dégrégation entre guillemets classique, telle que je viens d'expliquer rapidement. Donc, je vais un peu détailler cette histoire d'agrégation classique ou pas classique. La construction que j'ai faite avant, à partir des trajectoires déplacement de bateaux, ça correspond implicitement à représenter le système et les déplacements comme des processus de Markov d'ordre 1, c'est-à-dire sans mémoire. Donc là, vous avez un exemple très simple avec des séquences de 3 lieux représentés par les lettres. Et si on s'intéresse aux probabilités qu'un marcheur aléatoire de se trouver à tel ou tel endroit, on prend classiquement, en prenant les fréquences relatives, des probabilités de transition, par exemple, de H vers F, comme étant le nombre de fois qu'on a observé une transition de H vers F sur le nombre de fois où on était en H. Et donc c'est un processus sans mémoire, puisque dans ce contexte, seul importe le dernier lieu visité, entre guillemets. Et donc ici, on peut avoir une assez mauvaise représentation, une assez mauvaise modélisation des séquences qu'on avait en entrée, puisque, voilà, dans ce petit exemple ici, si on vient de A avant d'aller à H, on ira systématiquement dans le lieu F, et non pas dans le lieu G. Et c'est une application assez importante c'est nous dans la fouille de réseau après, puisqu'il y a de nombreux algorithmes, comme typiquement le PageRank, pour évaluer l'importance des nœuds, qui se basent sur ces probabilités de transition et sur des marches aléatoires. Et donc, dans ce contexte, il y a des travaux qui ont été réalisés relativement récemment sur la modélisation de ces séquences à travers ce qu'on appelle des réseaux d'ordre supérieur, c'est-à-dire des réseaux qui vont pouvoir encoder des processus markoviens d'ordre plus grand. Donc par exemple, ici, dans notre exemple, on pouvait
utiliser une autre représentation qui utilise des deux mémoires pour un peu encoder la provenance avant d'arriver en H des éléments. Et on obtient ainsi un modèle d'ordre 2 qui permet donc de bien représenter, où les probabilités de transition représentent assez bien ce qu'on a en entrée. Et donc les différents auteurs se proposent de définir des modèles comme ça, qui du coup feront appel à des nœuds mémoire pour représenter les probabilités de transition. Et du coup, si on fait de la marche aléatoire dans ce réseau, on aura des probabilités de transition, enfin, on fera des marches aléatoires qui colleront plus avec les séquences qu'on a en entrée. Donc, l'idée de notre travail, c'est de comparer différents modèles qui suivent cette idée. Alors, je vais pas détailler tout ce qu'on a séparé, mais on a fait différents tests de modèles qu'on peut séparer en deux groupes, grosso modo. On a testé des variations sur la définition des probabilités de transition, qui sont des choses qui peuvent aussi se faire sur des réseaux sans mémoire, entre guillemets, mais qui sont d'autant plus importantes à tester avec les réseaux d'ordre supérieur. Et on peut jouer aussi sur les contextes, c'est-à-dire pour quelle sous-séquence on va définir des probabilités de transition. Et les deux éléments qui sont importants de tester, c'est la qualité des prédictions des modèles du coup qu'on fait, puisqu'on veut une plus grande fidélité aux séquences qui étaient en entrée. Donc ça, c'est un enjeu important, mais un enjeu qui est aussi important, c'est aussi la taille des modèles qu'on crée, puisqu'au final, on va pas s'intéresser seulement à faire on s'intéresse pas vraiment à faire la prédiction, on s'intéresse à la fouille du modèle qu'on représente, et donc il faut que ce soit des modèles qui soient analysables avec les outils classiques, entre guillemets, d'analyse de réseau. Donc, d'abord, sur les probabilités de transition, on a tenté différentes choses. La première, c'est que avec les fréquences relatives telles que j'ai montré avant pour le modèle d'ordre 2, il y a un problème, c'est que on va pas tenir compte des ordres inférieurs. Donc, par exemple, ici, si on ajoute un nouveau lieu possible X, eh ben, la probabilité, sachant qu'on a effectué le trajet A, H, d'aller en X après, c'est la même qu'aller en G, alors qu'on n'a jamais observé de transition de H vers X, alors que pourtant on a observé des transitions de H vers G. Et donc, on peut du coup proposer un modèle qui effectue une sorte de lissage sur les distributions en tenant compte des ordres inférieurs. Donc c'est un mécanisme qui est présent dans des algorithmes de compression de texte de type PPM. Donc je ne vais pas l'étudier, mais on a voulu tester pour savoir si c'était pertinent d'employer ce type de méthode ici. Étant donné qu'on travaille avec des séquences spatialisées, on s'est demandé aussi si c'était pas pertinent de faire un lissage aussi de ces probabilités de transition qui utilisaient les coordonnées des points. Et donc ici, dans ce cadre, la probabilité de transition à un point dépendra non seulement du nombre de fois qu'on a observé une sous-séquence donnée, mais également le nombre de fois qu'on a observé des sous-séquences qui aboutissaient dans des lieux proches. Donc par exemple, ici, la probabilité d'arriver en X va dépendre aussi de F, puisqu'il est relativement proche. Cette proximité étant donnée par un kernel gaussien, et donc avec une variance qui est un paramètre. Donc évidemment, plus ce paramètre sera faible, plus on se rapprochera du modèle d'ordre fixe, enfin le premier modèle avec les fréquences relatives que j'ai présenté, et plus ce serait grand, plus on aura un modèle uniforme. Donc l'autre aspect sur lequel on peut jouer, c'est le contexte, c'est-à-dire les sous-séquences pour lesquelles on va définir des probabilités de transition. Et ça peut avoir aussi un impact sur la qualité de la prédiction, pas seulement sur la taille, parce que ça peut permettre dans certains cas d'éviter un surapprentissage.
Donc c'était l'idée derrière un modèle qui se présente dans la littérature qu'on va appeler ici ON. L'idée de ce modèle est de filtrer certains contextes qui sont pas pertinents. Par exemple, dans notre exemple ici, on avait un contexte d'ordre 2 CH qui, au final, donne une distribution des lieux suivants qui n'était pas si différente, qui n'était pas du tout d'ailleurs différente de la distribution des lieux en quittant H, puisque c'était 50-50 vers F ou vers G. Et donc, du coup, on peut pouvoir dire que ce contexte n'est pas pertinent et donc le retirer. Du coup, le modèle qu'on obtient à la fin est un modèle d'ordre variable, puisqu'on mixe différents ordres. Et d'après les auteurs, cette manière de faire permet d'éviter un surapprentissage et donc améliore la qualité de la prédiction parce qu'on enlève des ordres non pertinents. Et donc c'est ce qu'on a cherché à tester dans ce travail. De la même manière, pour proposer des modèles plus parcimonieux, on a proposé un modèle qui utilise des variables exogènes de type catégoriel. Et l'idée est la suivante. Si on a un navire qui est à Singapour et qui vient de Chine, on peut si on part du principe que les navires qui sont venant de Chine et qui passent par Singapour vont à peu près dans les mêmes ports par la suite, il n'est pas nécessaire de décrire des probabilités de transition pour chaque port de Chine, mais on peut faire une catégorie entière qui correspond au port chinois. Et donc là, c'est l'idée. Si on dispose de catégories, on va utiliser un modèle avec un ordre supérieur et des fréquences relatives en remplaçant les symboles par leurs catégories. Et donc dans le cas de petits exemples ici, on a un modèle qui est assez bien, qui permet de représenter assez bien les séquences, sauf pour C, puisque là les probabilités de transition ne correspondent pas exactement. Mais on a un modèle qui est de relativement faible taille. Donc ces différents modèles, on a testé sur 3 jeux de données différents qui sont géographiques à chaque fois et qui sont une assez bonne diversité en termes de nombre de lieux disponibles, de longueur de séquences, etc. Je vais juste présenter ceux sur le transport maritime. Globalement, c'est des résultats à peu près similaires dans tous les cas. Donc là, vous avez un graphique avec le score en termes de qualité de prédiction en Y et la taille en termes de ce qui va correspondre au nombre d'arêtes dans les réseaux d'ordre supérieur créés, au moins pour le premier modèle d'ordre fixe pour ON et pour les catégories. Donc là, on voit avec le modèle d'ordre fixe d'ordre 1, 2 et 3 en rouge, on voit que l'amélioration de la qualité de la prédiction, c'est révélateur du fait que c'est pertinent d'utiliser des ordres supérieurs à 1 pour modéliser ces systèmes, si on augmente. On a vu avec nos tests que utiliser des stratégies différentes des fréquences relatives, c'est-à-dire les modèles PPM et Géo, sont pas très pertinents parce qu'au mieux on se rapproche du modèle avec des fréquences relatives. On a vu que les modèles ON étaient assez performants parce que le gain de taille qu'on a compense largement la perte en qualité, mais dans tous les cas on observe une perte de qualité à la différence des auteurs, mais elle est très marginale comparée au gain de taille qu'on a spécifiquement avec un ordre maximum de 3. En perspective, rapidement, c'est que le modèle, par exemple, par catégorie, était généralement pas pertinent, mais c'est parce qu'aussi on utilisait des catégories un peu arbitraires, comme par exemple pour les réseaux maritimes, on prenait les pays comme catégorie de base. Et donc une idée, ce serait peut-être d'essayer de trouver pour quelle classification on obtient les meilleures prédictions avec ce modèle. Donc selon l'ordre qu'on utilise, ça peut être un problème plus ou moins simple sur lequel on est en train de travailler. Et également, on peut se demander si ce serait pas pertinent de faire ce genre de classification, mais localement pour chaque lieu, typiquement dans le modèle ON. C'est sur quoi on travaille actuellement.
Et je vais terminer ma présentation là-dessus. Si vous avez des questions, je serais ravi d'y répondre. Merci François. On va avoir le temps pour une ou deux très courtes questions. Donc, si vous avez une question courte en ligne, n'hésitez pas. Moi, je vais avoir peut-être une courte question sur, qui est en fait peut-être assez longue, sur le côté généralisation en fait de l'approche que vous avez. C'est-à-dire que dans quelle mesure est-ce que l'étude que vous faites est très spécifique aux données, bon là, de déplacement de bateau, par rapport à d'autres données de déplacement et qu'est-ce qu'il va faire est-ce qu'il n'y a pas une étude à faire sur la caractérisation justement en fonction de ces dynamiques? Alors, là, j'ai présenté les résultats que sur les mouvements maritimes, mais on a aussi sur des déplacements aériens et aussi sur des déplacements de véhicules au sein d'une ville. Donc, il y a vraiment différentes échelles. Si je vais peut-être répondre à côté, mais si j'ai bien compris la question, c'est que la spécificité là qu'on a, c'est que ces réseaux-là il y a beaucoup de lieux possibles. Donc, en termes de prédiction de séquence, ça a beaucoup d'impact. C'est pour ça, par exemple, que des modèles type ceux qui sont utilisés dans la compression textuelle, type BPM, vont pas avoir des très bons résultats puisqu'il y a trop de symboles différents possibles en fait. Et donc, je pense que c'est une des spécificités là, hormis l'aspect géographique, coordonnées, etc., qui est assez important dans le cas spécifiquement des réseaux, des séquences géographiques. Et vous avez justement une idée d'un jeu de données qui serait bien pour justement tester votre hypothèse là, pour voir que vous avez si vous avez beaucoup moins de lieux, vous auriez des caractéristiques différentes, enfin des méthodes différentes qui ressortent comme étant intéressantes. Oui, c'est ce on devait tester ça en justement prenant, par exemple, on a un jeu de données avec des taxis qui étaient un jeu de données d'un challenge PKDD, je crois, et on va tester les différents modèles en faisant différents niveaux d'agrégation des coordonnées, c'est-à-dire on va tester les séquences de changement le taxi qui change de quartier. Et donc du coup, selon comment on définit le quartier, selon comment on définit l'échelle, ça pourrait avoir des résultats très différents. Ouais. Donc c'est quelque chose qu'on doit tester. Je vais reprendre une question du public parce que même si on déborde un petit peu, donc avez-vous imaginé qu'un déplacement soit une transition d'état ou changement de classe qui permettrait de généraliser votre étude à d'autres types de systèmes? Oui, tout à fait. L'idée, c'est que on peut faire ce qu'on a fait là et de l'analyse de réseaux supérieurs pour différents types de systèmes. Un autre domaine auquel je pense est l'analyse des traces utilisateurs sur des sites web, par exemple. C'est aussi un peu du spatial, mais dans un espace avec des contraintes différentes, on va dire. Et donc, oui, on pourrait généraliser ça à beaucoup on pourrait généraliser ça à la notion de changement d'état et pas changement de lieu. La différence, encore une fois ici, étant l'échelle qu'on prend typiquement pour dire quel est un lieu, si on prend la ville, le quartier, etc. par exemple. Merci François. Je t'invite à aller discuter avec Lionel dans une pause café à l'occasion. Et puis si vous avez des questions également, à retrouver François dans une pause café. Et donc, on va passer à la à la présentation suivante. Merci. Dans quelques instants. Merci François.
Et donc, pour cette quatrième présentation, qui sera une présentation longue, on accueille donc Neza Selma Folché, qui va nous présenter depuis la Nouvelle-Calédonie, et donc pour économiser un petit peu de bande passante sans caméra, un papier qui s'appelle « Concept de prétopologie temporelle pour l'analyse des évolutions structurelles ». À toi, Neza. Merci Thomas. Bonjour à tous. Donc voilà, je suis Neza Selmaoui, je suis de l'Université de la Nouvelle-Calédonie. Donc je vais vous présenter un nouveau concept de prétopologie temporelle pour l'analyse des évolutions structurelles. Donc ce travail a été effectué en collaboration avec des économistes parce qu'on a travaillé sur des données d'économie sectorielle. Alors, je vais d'abord situer le problème. Ensuite, rappeler le modèle prétopologique. Je donnerai un exemple d'utilisation formalisation d'un problème connu, qui est le clustering. Je définirai ensuite une première façon de formaliser la prétopologie temporelle. Je donnerai des exemples de MIC, prétopologique, une application, et puis je conclurai avec des perspectives. Donc actuellement, avec la disponibilité des données complexes comme les réseaux sociaux ou autres données qui sont représentées par des graphes dynamiques, il y a un besoin de plus en plus de découvrir des communautés, des tendances, mais aussi des relations entre individus et des influences entre ces individus de la même communauté, ce qui demande également une analyse structurelle. Notre objectif dans ce papier, c'est d'étendre l'analyse structurelle à des réseaux dynamiques ou à des problèmes de phénomènes dynamiques représentés par des graphes. Alors pour cela, j'ai choisi le modèle prétopologique, qui est un modèle qui a été utilisé, adapté aux structures d'ensemble d'éléments discrets, qui étudie aussi des familles de parties et qui a beaucoup fait des analyses structurelles, aussi l'extraction des tendances comme les regroupements, les prédictions d'événements. Donc c'est un modèle qui généralise la théorie des graphes, qui propose bien sûr de modéliser des problèmes de manière unifiée. Il a été appliqué dans divers domaines et variés, dans les sciences sociales, réseaux sociaux, économétrie et bien d'autres domaines. Alors, pour commencer, je vais d'abord rappeler ce que c'est que le modèle prétopologique, qui a été défini en fait par affaiblissement des axiomatiques qui définissent la topologie. Alors, un espace prétopologique, c'est la donnée d'un ensemble E, d'une application adhérence qui est définie sur l'ensemble des parties de E et qui doit vérifier donc l'adhérence de vide et vide. Et puis, quelle que soit une partie A de E, A est toujours inclus dans l'adhérence de A. Alors, il y a différents types d'espaces prétopologiques que je ne donnerai pas ici, mais qui permettent d'avoir des propriétés plus ou moins relâchantes. Pour donner l'exemple de la topologie. La topologie, c'est un espace topologique dont l'adhérence vérifie l'adhérence de l'union, c'est l'union des adhérences, et que l'adhérence est idempotente, c'est-à-dire l'adhérence d'une partie est fermée. Ce qui nous amène ce qu'on peut retenir ici, c'est que l'adhérence, c'est un processus d'extension, donc ça définit un phénomène de propagation autour d'un ensemble A. Ça veut dire qu'on peut définir l'adhérence de l'adhérence de l'adhérence de A jusqu'à une stabilité. Et ça permet de définir un ensemble fermé. C'est un ensemble fermé, une partie fermée, c'est une partie qui vérifie A égale l'adhérence de A. Et donc, si on prend une partie quelconque de E, eh ben, on peut définir la fermeture de A comme étant l'adhérence successive de A jusqu'à ce que cette adhérence soit stabilisée, et donc l'ensemble qu'on obtient, c'est un fermé, c'est la fermeture de A. Alors après, on peut définir la fermeture élémentaire d'un ensemble, d'un élément X, c'est justement la fermeture du singleton X.
Alors, on peut construire différents espaces pré-topologiques. Une des constructions qui est très simple à voir, c'est construire un espace pré-topologique à partir d'un voisinage, un ensemble de voisinage de X. Donc, si on a un voisinage de X qui est défini, on peut définir l'adhérence d'un ensemble A comme étant l'ensemble des éléments dont le voisinage a une intersection non nulle de A. Ça veut dire qu'en fait, c'est des éléments qui sont proches, on va dire, proches des éléments de A. Et on peut aussi construire un espace pré-topologique à partir d'une relation binaire, en définissant R de X, qui est la relation binaire, comme étant l'ensemble des Y qui sont en relation avec X. Mais on peut aussi composer cette relation une fois par des éléments qui sont en relation avec des éléments qui sont en relation avec des éléments qui sont en relation avec X. Et à partir de là, on peut définir des pré-topologies, ce qu'on appelle des pré-topologies des descendants d'ordre P ou des pré-topologies des descendants d'ordre Q. C'est les éléments qui sont en relation avec des éléments de A de manière directe ou indirecte. Alors, pour donner un exemple de formalisme de la pré-topologie dans un des domaines très connus, c'est le clustering. Si on prend l'adhérence qu'on appelle l'adhérence des epsilons voisins, c'est-à-dire on prend le voisinage de X comme étant les epsilons de voisins de X, et en définissant cette adhérence à partir de ce voisinage, on peut construire un algorithme qui a été défini dans les années 80 par Antos d'Ulyris, en définissant une fonction structurante qui traduit en quelque sorte densité hauteur de tour de X. Et ensuite, il a défini un algorithme de regroupement par propagation. Et en fait, on se rend compte que cet algorithme qu'il a défini, il est analogue à l'algorithme d'Ebescan qui est maintenant très célèbre. Donc voilà un exemple de formalisme de la pré-topologie d'un problème de clustering qui est très connu. Alors, l'idée ici, c'est d'étendre cette pré-topologie à une pré-topologie temporelle. Et pour cela, on définit une fonction de continuité entre deux structures pré-topologiques, donc une fonction f d'une structure E avec une adhérence E vers une structure f avec une adhérence f. On dira que f est continu si f de l'adhérence dans E de A est inclus dans l'adhérence dans f de A. Voilà. Et en fait, la fonction de continuité, ça permet de transporter la structure pré-topologique de E vers F. Donc à partir de là, on a défini donc la pré-topologie temporelle, donc un nouveau concept, comme étant une séquence d'espace pré-topologique pour lequel on définit une fonction de transfert de structure de continu, c'est-à-dire une fonction continue entre l'adhérence ET 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 plus 1. Alors, de la même manière, on peut définir construire la pré-topologie temporelle des descendants d'ordre P ou des ascendants d'ordre Q en utilisant une relation temporelle qu'on a définie. Et cette relation temporelle d'un élément X, c'est l'ensemble des Y du temps suivant, c'est-à-dire de l'ET plus 1, tel que Y appartient à l'adhérence T plus 1 de X. C'est-à-dire, on observe un élément à un instant T et on regarde son adhérence à l'instant T1 pour voir comment il évolue dans le temps. Et à partir de là, donc, on a défini ces deux pré-topologies des descendants et des ascendants d'ordre P et Q qu'on a utilisés après. Alors, à partir de ça, je vais donner quand même illustré par un exemple. Voici donc un exemple de trois espaces pré-topologiques, une séquence de trois espaces pré-topologiques avec une relation temporelle. Donc la flèche, par exemple 2 vers 1, veut dire qu'en fait l'adhérence de 2 c'est 1. D'accord? Et donc quand on regarde l'élément 2 dans l'espace au temps t,
on regarde son adhérence à l'instant t plus 1, qui donne effectivement l'ensemble 1, 2. Et si on regarde l'adhérence de l'adhérence à l'instant t plus 1, et ben on trouve de 1, 3. Ça veut dire qu'en fait, on change l'information à un temps plus 1 et on regarde ce qui se passe jusqu'à ce qu'il y ait une stabilité. Alors, à partir de là, donc ça c'est des notions qu'on vient de définir, et donc on peut effectivement maintenant s'amuser à définir des relations temporelles différentes en fonction des problèmes qu'on veut étudier. Là, j'ai donné un exemple ici simple, comment on peut, avec cette fonction de continuité qui permet de préserver les structures. Et derrière, donc, on a défini deux structures simples qui sont représentées par des espaces pré-topologiques. C'est les structures castables et les fermés élémentaires, ou une séquence de fermés élémentaires de X, c'est-à-dire un fermé élémentaire temporel de X. Alors, les structures castables, l'exemple ici, dans l'exemple en haut, on voit par exemple que N2, c'est une structure qui est 2 stable, parce que quand on calcule son adhérence dans le temps t plus 1, on trouve N2, et effectivement, on peut trouver aussi N2 après. 5, 6, 7, c'est un exemple de structure 3 stable, parce qu'en fait, quand on regarde 5, 6, 7 qui est dans le temps t, son adhérence dans le temps t plus 1, c'est 5, 6, 7, et son adhérence t plus 2, 5, 6, 7. Donc, elle reste stable, effectivement, dans le temps. Pour les structures de fermés élémentaires temporels, on a l'exemple ici, dans l'exemple en bas. On voit que l'élément 8, ici, donc si on prend sa fermeture dans le temps t plus 1, temps t ou t plus 1 ou t plus 2, on voit qu'effectivement, les influences de l'élément 8 sur les autres éléments peuvent changer dans le temps. Voilà, ça permet de voir effectivement comment évolue l'influence ou l'interaction entre individus en regardant simplement un élément. On a appliqué ces deux structures à des données économétriques. Donc là, on parle de tableau d'entrée-sortie représentant le montant des ventes annuelles de produits d'un secteur J à un secteur K en valeur monétaire. Là, on a deux données, des données calédoniennes qui ont de 99 à 2015, donc il y a 204 instances. C'est des données annuelles, et donc on a 17 années. Et on a aussi un tableau d'entrée-sortie d'économie française qui vont de 49 à 2015. On a 67 années avec 1139 instances. Alors, en fait, l'idée, c'est on part d'un tableau d'entrée-sortie en regardant un secteur I qui produit un secteur J, donc il a un montant de vente annuel à un secteur I. On transforme ce tableau en tableau de secteur en fait de valeur marginale pour voir en fait la proportion de chaque secteur sur un secteur 1. Donc c'est le tableau d'après. Et à partir de là, on utilise un seuil en disant un secteur I influence un secteur J si cette valeur est supérieure à un seuil. Alors, on peut s'amuser sur ces seuils en donnant différents seuils en fonction de chaque secteur, ce qui produit, par exemple, ici, un graphe qui est à côté. Alors, à partir de là, on définit l'adhérence de 1 comme étant, par exemple, ici, c'est 2, 3. L'adhérence de 3, c'est 4, etc. Donc là, on a produit deux exemples de résultats sur le tableau d'entrée-sortie calédonien. Là, on a donné quelques structures castables, comme le premier ici, c'est une structure qui est stable de 99 à 2015. On a aussi celle-là, ce qui permet de voir qu'il y a des secteurs qui influencent, comme le secteur 2 ici, il influence les secteurs 11, 10 et 4, mais qui restent toujours stable dans le temps. Dans le deuxième exemple, on a donné effectivement les fermés élémentaires temporels à partir du secteur ici 2, et on voit que le secteur 2, à un moment,
il influence 4 qui lui influence 9. Donc il y a un changement. Des fois il influence 4, mais c'est 4 qui influence 9. Mais des fois c'est lui qui influence directement 9 et que 4 n'influence plus 9. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a des secteurs qui en fait, suivant l'économie, suivant les événements, ils influencent certains secteurs ou pas. Voilà, donc j'en arrive à une conclusion. Donc il y a une extension, donc on a défini une extension du modèle pré-topologique à un modèle pré-topologique dynamique avec un modèle qui permet de généraliser les graphes dynamiques, une relation temporelle qui préserve les structures pré-topologiques, une fonction de continuité. Cette fonction de continuité, c'est vrai qu'elle est très forte, c'est une contrainte très forte. On peut la relâcher, ça peut se faire. Et puis, on a donné 2 exemples d'évolution de structures pré-topologiques. Alors, les perspectives sont très nombreuses puisque c'est quelque chose qui est nouveau. Donc, on peut déjà, on peut commencer à étudier les propriétés de ce modèle dynamique en regardant effectivement quels sont les types, quel type ces adhérences pré-topologiques, quelles sont les propriétés qu'on peut avoir. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la fonction de continuité, c'est une contrainte qui est très forte, mais on peut la relâcher. Définir d'autres relations temporelles suivant le problème, suivant les données. Et ce qui serait intéressant, c'est de croiser l'analyse d'évolution structurelle avec l'évolution des caractéristiques d'individus. Alors, ce que je n'ai pas dit, c'est que la pré-topologie, elle a aussi montré son intérêt pour étudier des individus, mais de manière du point de vue caractéristique. Donc on peut maintenant effectivement définir un ensemble de relations qui peut être des relations en termes de structure, des relations en termes de caractéristiques et définir ces pré-topologies descendants et des ascendants d'ordre P et Q avec ces ensembles de relations. Au lieu d'avoir qu'une seule relation, on peut avoir plusieurs relations. Et en termes d'application économique, ce qui intéresse les économistes, c'est de pondérer les arcs plutôt que de prendre des seuils et de dire qu'il y a une influence à partir d'un certain seuil. On pourrait effectivement mettre une pondération et ça peut être une relation supplémentaire pour définir une pré-topologie qui soit à la fois structurelle, caractéristique et puis en termes de pondération d'influence entre individus. Merci de votre attention. Merci Naza. On a le temps pour quelques questions. Et une question de la part de Guillaume qui te pose comme question de savoir si tu peux nous donner une idée de l'algo et de la stratégie d'extraction des cas stables. Alors, c'est l'algo, en fait, on utilise une succession de calculs d'adhérence et on fait des intersections à chaque fois avec le temps d'avant pour arriver à garder juste les éléments qui restent stables. Voilà. Est-ce que tu as une idée de la complexité que ça représente? C'est des algos qui sont... Oui, alors nous avons implémenté l'algorithme de manière brute, hein, on n'a pas cherché effectivement à l'optimiser. Ça marche, ça extrait les cas stables dans les données de France qui sont quand même de plusieurs années, avec un nombre d'instances qui est très élevé. Et on a testé aussi sur d'autres données que je n'ai pas citées ici, qui sont dans l'article. Et on essaye de voir la complexité sur des données plus grosses et en essayant bien sûr d'optimiser l'algorithme, notamment les intersections, on pourrait peut-être les éviter si on a une stratégie de savoir tout de suite quels sont les éléments qui vont être communs. Alors une question de la part de Lionel. À propos dans tes perspectives sur le fait que tu puisses en fait avoir d'intégrer les caractéristiques des individus, et sa question c'est de savoir si tu es en fait en train de dire que le graphe peut contenir plusieurs perspectives. Donc j'entends par perspective là cette fois-ci peut-être plusieurs dimensions dans la description d'un nœud d'un graphe. Oui.
ça peut être un graphe attribué dynamique. C'est-à-dire les nœuds ont des caractéristiques avec plusieurs attributs. Ça, effectivement, dans les extractions de motifs, ça devient très compliqué quand on a les attributs, quand on a la structure, pour chercher des motifs ou des structures. Question d'Arnaud, quel est le volume des motifs extraits? Est-ce que ça explose, comme on a l'habitude de rencontrer dans les algos de fouilles de motifs? Alors, sur les données d'économie, non, c'est pas en fait des motifs qui se répètent, qu'on peut trouver sur plusieurs. Mais par contre, quand on a une structure, c'est une structure qui est définie. Alors, la fermeture, en fait, la définition de fermeture permet de trouver effectivement des structures maximales et non redondantes. Voilà. C'est l'avantage de la pré-topologie. C'est-à-dire, quand on va dans les alors on peut trouver juste des structures qui ne sont pas fermées, mais si on va jusqu'à la fermeture, on trouve des structures qui sont maximales. Et en termes de diversité, est-ce que ça apporte justement par rapport à des algos de fouille? L'idée, c'est, j'ai peut-être pas trop précisé, l'idée aussi, c'est de voir comment on peut utiliser la pré-topologie pour justement extraire des motifs, voir pour représenter des motifs par des structures pré-topologiques et essayer de les modéliser par ce modèle pré-topologique, voilà, d'avoir un formalisme unifié. Bon, en tout cas, merci pour cette présentation qui, j'imagine, va aussi susciter pas mal de réflexions. Donc, je vous invite à aller discuter avec NASA s'il n'y a pas trop de décalage horaire dans une salle café à l'occasion. Et donc, la présentation s'est très bien passée, donc c'était très bien. N'hésitez pas à envoyer des mails s'il y a des questions. C'est vrai que là, c'est 22h22, donc je vais suivre la dernière présentation et je pense que je ne resterai pas longtemps. Eh bien, merci de cette présentation. Et donc oui, il nous reste encore une présentation courte. On a quelques minutes de retard, mais rien de catastrophique. Ça sera avec la mini-diop. On installe la présentation et on arrive. Et comme promis, nous avons notre dernière présentation qui sera présentée par Lamine Diop de l'Université de Tours et qui présentera un travail qui porte sur la parallélisation de l'échantillonnage de motifs temporels, séquentiels, pardon, excusez-moi. Merci. Bonjour, je m'appelle Lamine Diop, je suis un postdoc à l'Université de Tours. Et je vais vous présenter ce travail intitulé « Parallélisation de l'échantillonnage de motifs séquentiels » que j'ai fait en collaboration avec Sherba, professeur à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Bon, pour rappel, une séquence ici, c'est une suite ordonnée d'item 7. L'échantillonnage de motifs séquentiels est une méthode de fouille de données qui permet d'avoir un échantillon représentatif de motifs intéressants. Autrement dit, étant donné une mesure d'intérêt choisie par l'utilisateur, l'objectif est de tirer chaque motif avec une probabilité qui est égale à son intérêt dans la base de données. Si la mesure d'intérêt est la fréquence, ici par exemple, on voit que dans l'échantillon, le motif A apparaît 2 fois de plus que le motif AC, parce que dans la base de données, la fréquence de A est 2 fois la fréquence de AC. Dans la littérature, il existe déjà 2 algorithmes d'échantillonnage de motifs séquentiels. Le premier algorithme, C-sampling, a été proposé en 2018 par Diop et al. C'est une méthode d'échantillon en 2 étapes qui tire un motif directement à partir de la base de données avec une probabilité proportionnelle à la fréquence. 1 an plus tard, les mesures ont proposé Neo-sampling et une généralisation de C-sampling. Neo-sampling est générique dans le sens où il prend en compte toute mesure d'utilité fondée sur la norme. Mais les expérimentations
Les expérimentations ont montré que dans la phase de traitement, de pré-traitement, qui consiste à pondérer chaque séquence suivant la mesure d'intérêt choisie par l'utilisateur, le temps peut être très élevé quand la taille de la base de données est très grande. Donc, sur les bases de données volumineuses. Sur cet exemple, on voit que quand la contrainte de norme maximale augmente, sur les jeux de données de très grande taille, on voit que le temps de calcul aussi augmente. Et ça, c'est lors de la phase de pré-traitement. Ce qui nous dit donc que quand on utilise maintenant, quand on travaille avec des bases de très grande taille, donc quand on va passer à l'échelle, eh bien, le temps de calcul peut peut-être poser problème. C'est pour cela que nous avons proposé de paralléliser l'algorithme sampling, donc de proposer une méthode d'échantillonnage parallèle pour les motifs séquentiels. À la première étape, nous proposons de scinder sciemment la base de données, donc de la fragmenter sur plusieurs machines, appelées aussi des nœuds secondaires. On voit ici, par exemple, que les deux premières séquences sont inscrites dans SN1, secondary note, et les deux dernières séquences sont inscrites dans SN2. On a aussi le fait que chaque nœud secondaire contient la fonction d'utilité choisie par l'utilisateur pour faire de la pondération, et ce, parallèlement. Donc, indépendamment, SN1 peut pondérer ces séquences indépendamment de SN2. Ensuite, nous avons aussi besoin d'un nœud coordonnateur qui permet de veiller sur l'exactitude du tirage, donc de coordonner l'échantillonnage des motifs. Ce nœud primaire contient la valeur K, qui est le nombre de motifs que l'utilisateur souhaite obtenir en sortie. Et ensuite, à la deuxième étape, nous voulons maintenant appliquer un système parallèle synchrone sur la base de données fragmentée afin de paralléliser l'échantillon de motifs et donc d'accélérer les temps de calcul. Et on a besoin que chaque nœud secondaire, ou bien chaque nœud, puisse exécuter une routine spécifique. Pour ce faire, nous avons choisi d'utiliser BSP, donc un modèle de programmation parallèle de Valian 1990, qui se base sur une interface de passage de messages. Dans un modèle, la fonction principale, mais la routine est scindée en sub-steps. Entre deux sub-steps, nous avons une barrière de synchronisation. Et si des workers, mais des nœuds, par exemple, envoient des messages aux autres nœuds, ces messages ne sont accessibles aux autres nœuds que durant la sub-step suivante. Donc, si c'est la sub-step 1, ces messages seront accessibles au sub-step 2. Si aussi un message, si un nœud ne reçoit aucun message, eh bien, il passe en état inactif, et sinon, le nœud passe en état actif. Nous avons choisi d'utiliser BSP parce qu'on peut déléguer un code spécifique à chaque nœud, mais aussi c'est facile à implémenter. L'algorithme que nous avons proposé, excusez-moi, donc comme tout système distribué, on a besoin de relever des challenges. Et puis, voilà, ça, je pense que c'est très courant sur les systèmes distribués et parallèles. Premièrement, il faut décontrôler le nombre de sub-steps. Donc, c'est le coût de calcul. Il faudrait veiller sur le nombre de sub-steps pour optimiser vraiment l'algorithme. Et le deuxième challenge, c'est de veiller aussi sur le nombre de messages envoyés. Donc, puisque c'est parallèle et puis synchrone, les nœuds vont envoyer des messages aux autres nœuds pour que le tirage reste exact. Et dans ce cas, il faudra veiller sur le coût de communication. L'algorithme nœud sampling parallèle que nous avons proposé se déroule comme suit. Initialement, tous les nœuds sont actifs. Les nœuds secondaires pondèrent les séquences. Donc, chaque nœud secondaire pondère les séquences
qu'il contient, suivant la mesure d'utilité choisie par l'utilisateur, et ensuite envoie une valeur qui est la somme des poids des séquences qu'il contient. Donc, ce poids symbolise aussi le poids du nœud et qui est envoyé donc au nœud primaire. Ensuite, tous les nœuds appellent la fonction borto-alt. Donc, au step suivant, donc le step 1, tous les nœuds qui ont reçu un message ou plusieurs messages passent à l'état actif. On voit que c'est seulement PN1, donc le nœud primaire, qui est actif au step 1. Et ça, c'est pour recevoir les messages que SN1 et SN2 lui ont envoyés au step 0. Et là, on lui demande maintenant de pondérer les nœuds primaires SN1 et SN2 par leur poids. Là, on voit que c'est 18 et 15. Ensuite, étant donné que PN contient ou bien la taille de l'échantillon que l'utilisateur souhaite obtenir, donc la valeur K, il va tirer K valeur entre 0 et la taille et le poids de la base de données, donc la somme des poids des séquences. Supposons que, par exemple, la valeur tirée, c'est x égale 22. Pour déduire de la séquence que correspond cette valeur x, on regarde, par exemple, 22, ça dépasse 18, donc ce n'est pas dans SN1, mais si on fait 22 moins 18, donc il nous reste 4, 4, donc c'est inférieur à 4, et bien c'est SN2. Donc, le nœud primaire envoie un message contenant la valeur 4 pour lui dire que, bon, il y a un motif qui doit être tiré avec cette valeur. Donc, on répète cette exécution, donc cette boucle, jusqu'à ce qu'on obtient K message. Donc, ici, on a pris K égale 10, donc 10 messages. On voit que 6 messages ont été envoyés à SN1 et 4 messages à SN2. Et 5 messages correspondent à un motif. Maintenant, au step suivant, on voit que donc SPN était passé à l'état inactif, avait appelé la fonction borto-alt. Maintenant, SN1 et SN2 sont les nœuds qui sont à l'état actif. Pourquoi? Parce que, bon, ils ont reçu des messages. Je prends l'exemple suivant, par exemple, la valeur 4 qui a été envoyée à SN2. SN2 a reçu des messages parmi lesquels on a un message qui contient la valeur 4. Bon, il va regarder, par exemple, 4. Est-ce que 4 est inférieur ou égal à 5? Ben oui, donc cette valeur 4 correspond à la séquence d'identifiant 3 que contient SN2. Là, maintenant, SN2 va tirer, on a écrit une fonction qui va permettre à SN2 de tirer un motif à partir de cette séquence d'identifiant 3 proportionnellement à son utilité. Ensuite, maintenant, à chaque fois qu'on tire un motif, maintenant, on l'écrit sur un fichier de sortie. Donc, tous les nœuds secondaires tirent des motifs. Donc, chaque message correspond à un motif. Et au final, on écrit l'ensemble des motifs tirés sur un fichier de sortie. Et là, on voit, donc, on a ici simple qui contient l'ensemble des 10 motifs donc, qui ont été tirés et qui correspondaient à des messages. Une analyse théorique nous montre que dans un réseau à faible défaillance, nous avons juste besoin de 3 substeps. Pour rappel, on avait dit, par exemple, le premier challenge, c'était de contrôler le nombre de substeps. Parce que des fois, ça peut être vraiment très, très élevé. Mais avec la méthode que nous avons proposée ici, on a juste besoin de 3 substeps pour tirer un échantillon de cas motif. Donc, c'est pour ça la valeur de cas. On a aussi, pour le coût de communication, qui pose souvent problème sur les systèmes distribués quand c'est synchrone, on a le coût pour le nombre de messages, c'est égal à K plus N, où K est le nom et la taille de l'échantillon, donc le nombre de motifs, et N, le nombre de nœuds secondaires. Le N
bon, chaque nœud secondaire avait envoyé un message pour la pondération. Donc, on a un message. Et pour les motifs, on a le nœud primaire a envoyé qu'un message. Donc, chaque message correspondant à un motif. Donc, le coût de communication, c'est à K plus N. En termes de complexité, on voit qu'il est facile de noter ça, hein, que la complexité de la méthode dépend du nombre de nœuds secondaires utilisés. Et donc, on peut dire que la complexité est inférieure au max, c'est égal à la complexité de l'algorithme nu sampling divisé par le nombre de nœuds secondaires. En conclusion, nous avons proposé donc une version parallélisée de l'algorithme nu sampling, qui est la première méthode aussi proposée pour faire de l'échantillonnage en sortie parallélisée. Un algorithme générique. Là, nous avons l'appliqué avec le sampling, mais on peut aussi prendre en compte la méthode en 2 étapes de Boole, ouais, mais aussi l'algorithme DD sampling, par exemple, qui tire des motifs à partir des bases de données distribuées. On peut généraliser ici. Ensuite, on peut aussi appliquer TP sampling, donc l'algorithme de Job dans sa thèse. On peut utiliser aussi, on peut utiliser notre framework donc, pour paralléliser l'algorithme TP sampling. En perspective, donc le principal problème que nous n'avons pas encore résolu, c'est vraiment évaluer expérimentalement sur un environnement réel. Ça vraiment, c'est quelque chose que nous souhaitons faire et puis qui est vraiment intéressant et qui pourrait donner une plus-value aussi à nos travail. Mais en perspective, vraiment, c'est ça que nous voulons faire. Ensuite, comparer en termes d'implémentation, on peut comparer Pregel, par exemple, qui se base sur le BSP, avec les autres algorithmes qui peuvent être appliqués sur les algorithmes distribués parallèles, tels que Spark Graph ou bien Power Graph. Merci pour votre attention. Merci Lamine. Eh bien, je vais commencer par une question de la part de Arnaud Soulet, qui te pose la question de savoir pour le pré-traitement, qui constate que dans tes exemples, en fait, tu as plusieurs séquences qui commencent toujours par le même item set AB. Et est-ce qu'il n'y aurait pas en fait une possibilité de factoriser une partie du travail pour que les nœuds ne refassent pas plusieurs fois les mêmes traitements sur cet item set? Factoriser, quand on parle de factoriser, bon, je pense toujours au try que j'ai utilisé dans la thèse. Donc, c'est un moyen qui permet, par exemple, de factoriser les séquences, mais on l'a fait avec les items set, mais ce n'est pas, je ne sais pas si c'est possible avec les séquences. Mais bon, on n'a pas aussi cherché à factoriser les items set, les séquences qui commencent avec un même item set. Mais ce serait quand même, oui, bon, ça va jouer exactement sur la rapidité de la méthode si on parvient à pondérer, à ne pas calculer, à ne pas refaire le même calcul. Mais pour l'instant, tout ce qu'on a fait, c'est pondérer les séquences comme ça. On n'a pas regardé sur l'optimisation, en contre optimisation, au niveau de chaque nœud, comment faire pour optimiser la pondération. Autrement dit, c'est juste chaque nœud, par exemple, va exécuter l'algorithme, donc les codes de pondération que NuSampling avait utilisés. Donc, c'est ça qu'on va mettre exactement pour faire la parallélisation. Mais cette question, quand même, c'est très pertinente parce que on peut essayer avec les tries où on peut factoriser les séquences qui ont les mêmes préfixes. Voilà. Une question sur l'utilisation de ton outil dans un contexte de flux de données. Est-ce que ça pourrait être pertinent d'utiliser ces approches de sampling en flux? Cela revient à dire est-ce que l'échantillonnage en sortie est pertinent pour les flux, pour les données en flux. Bon, pour être franc, je vous dirais que je ne sais pas.
Je ne sais pas, on l'a pas essayé. Et là, jusqu'à présent, on reste avec les données séquentielles, mais avec les flux parallélisés, bon, je ne sais pas. Parce que là, comme vous voyez, hein, on a besoin, nous, par exemple, de stocker tous les données donc les données sont déjà disponibles en mémoire. Et puis, donc, CMA fragmenté sur plusieurs machines. Et si les données ne sont pas encore là, je ne sais pas qu'est-ce que le formalisme va donner, quoi. Parce qu'on a besoin de scinder les données pour paralléliser le calcul. Peut-être qu'avec des flux, bon, on va éliminer la phase qui consiste donc à fragmenter les données et essayer, par exemple, de déléguer chaque machine, quand des données arrivent, de déléguer chaque machine un code qui, bon, si telle machine est occupée, donc pas sur une autre machine, et ainsi de suite. Mais là, on n'a pas imaginé une telle approche. Alors, moi, j'avais... donc, Lionel dit pas de souci, merci. J'avais une question, alors, à l'opposé du flux, je me posais la question, en fait, de savoir, finalement, où étaient localisées les données et quelle importance ça avait aussi du point de vue de la parallélisation, d'avoir une bonne répartition physique du jeu de données. Est-ce que c'est dupliqué dans chaque nœud et ou est-ce que là tu fais juste en fait du multicœur ou du distribué? Non, il n'y a pas de réplication. En fait, les données sont en fait, la fragmentation est horizontale. Donc, si vous regardez bien, chaque portion de données est localisée précisément sur un nœud. Donc, les données qui sont déjà sur un nœud ne sont pas dupliquées sur d'autres nœuds. D'accord. Donc, c'est une fragmentation horizontale et il n'y a pas de duplication ni de réplication. Ok, très bien. Je vois pas d'autres questions. Je propose à ceux éventuellement qui n'ont pas osé poser la question dans le chat d'aller discuter avec Lamine à une pause. Je pense que je le ferai moi-même pour en profiter. Et je vais donc arriver à la clôture de cette section, de cette session sur les données temporelles et séquentielles, en remerciant toutes les personnes qui ont fait des présentations et également en remerciant Fatih et Laetitia pour l'organisation de cette session. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci, bonne journée à vous.